Aujourd'hui, on se retrouve pour une compilation de threads d'horreur que j'ai déjà raconté sur la chaîne. Si tu n'aimes pas le format compilation, je t'invite à regarder les vidéos qui sont sorties cette semaine. Je pense que tu ne les as pas toutes vues. T'inquiète pas, les liens sont dans la description. Allez, prenez un petit chocolat chaud et installez-vous confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Siri. L'histoire qu'elle nous raconte s'est passée il y a de cela 8 ans. Mais aujourd'hui encore, je peux vous dire que ça la traumatise quand elle part en vacances. Et ça lui a gâché ses vacances vraiment vénères. Et tu comprendras vite pourquoi. D'ailleurs, ça se passe en France toute cette histoire. Comme quoi, t'as pas besoin de te rendre aux États-Unis pour qu'il t'arrive quelque chose. On remonte à il y a 8 ans et Siri a 24 ans. C'est l'été qui pointe le bout de son nez et avec sa meilleure amie qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite, elles veulent se détendre pour l'été juste toutes les deux. Elle nous dit d'ailleurs que son amie, c'est vraiment tout pour elle. C'est un peu sa petite sœur, même si elles ont pas le même sang. Bref, elles se disent que cette année, elles vont profiter dans le sud à la plage. Ça va les changer de la Bretagne car oui, un été en Bretagne et un été dans le sud de la France, bon bah c'est pas la même température et tout. Et surtout, ça va leur permettre d'être un peu loin de tout. Études, famille, etc. Elles planifient ensemble leurs vacances même si la plus grande partie est préparée par sa copine que l'on va appeler Maeva. Le temps passe et c'est l'heure des vacances qui arrive. Maeva vient chercher Siri en voiture, puisque oui, elles ne vont prendre qu'une seule voiture pour s'y rendre. Parce que bon, pourquoi elles prendraient deux voitures ? On est bien d'accord. Elles ont toutes les deux le permis et si besoin, elles peuvent changer le rôle de conductrice. La route se passe bien et enfin, elles arrivent à destination. Elles se rendent vers l'hôtel qu'elles ont réservé pour les vacances. Elles ont pris un truc 3 étoiles. Rien d'extravagant, mais ça évite certaines mauvaises surprises. L'accueil est nickel, y a rien à dire et les chambres sont parfaites pour elles. Bref, les filles se reposent quelques heures et enfin elles visitent un petit peu la ville. C'est magnifique, y a rien à dire. Siri nous dit que pendant quelques jours, elles font des activités dans la région. Musées, lieux touristiques, etc. Et ça se passe très bien. Et un jour, Maeva se sent pas hyper bien. Mais Siri, elle veut profiter de la journée. Alors elle décide de prendre un petit sac à dos avec serviettes, crème solaire, petites lunettes de soleil et un petit livre pour aller se détendre sur la plage. Elle prend pas la voiture pour le coup. Il fait encore un peu frais et c'est mieux que d'être étouffée par la chaleur dans la voiture. Elle s'approche un peu d'une plage et elle voit personne aux alentours. Elle se dit bon nickel, je vais en profiter. Elle pose sa serviette, petite crème anti-UV et hop, elle se lit son petit bouquin sur la plage. Il se passe 5 minutes et là elle voit au loin passer une femme nue. Bon, sur le coup, elle est pas sûre, peut-être que de loin, elle porte un bikini couleur chair et genre ça fait un petit peu camouflage. Bon, elle en rigole et voilà. Sauf que 2-3 minutes après, elle voit un couple passer juste derrière elle. Et pour le coup, elle est bien sûre de ce qu'elle a vu. Ils sont totalement à poil. Alors oui, je suis désolé, mais en termes d'illustration, je pourrais pas faire grand chose sur la vidéo. Parce que sinon, YouTube, ils vont pas aimer ça. Ok ? Là, elle se dit, ok, dans le sud, c'est un autre monde en vrai. Pour l'instant, rien d'effrayant. Juste, les gens sont à poil. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Elle continue de lire, sauf que, encore 2 minutes après, un couple vient la voir et l'homme lui dit « Alors, tu te fous de notre gueule un peu, toi ? Retire des vêtements, tu te crois où là ?» Petite précision, d'ailleurs, ce couple est à poil. Voilà, il faut le dire, ils sont à poil. Siri lui dit alors « Bonjour, je suis sur la plage en fait. » Là, il la regarde et lui dit « Non, ici t'es pas sur la plage, mais t'es sur ma plage. Et ici, c'est à poil où tu dégages. » Siri, elle le regarde, elle est en mode choqué. Et elle lui fait non, c'est une plage publique, c'est pas à vous de décider. Donc maintenant, laissez-moi tranquille. Là, l'homme va la regarder avec un petit sourire en coin et lui dire ok princesse. Le couple chelou part à une vingtaine de mètres vers des buissons un petit peu hauts, ça fait une espèce de mini forêt. Et en rentrant là-dedans, la femme du couple la regarde et lui fait un petit signe de la main en mode. À partir de là, Siri, elle est tiraillée entre se barrer d'ici et en même temps, elle veut pas lui donner raison. C'est une plage, elle fait ce qu'elle a envie. Si elle veut chill et lire son livre, c'est son droit. Le temps passe, un petit quart d'heure en gros et la plage se remplit de plus en plus. Et surtout, il y a un point commun à ces gens. Ils sont à poil. Et honnêtement, Siri se dit au début, c'est marrant, haha, mais bon, voir tout le monde à poil, c'est gênant. Donc, elle décide qu'elle doit remballer ses affaires et partir. Elle se lève, range tout ça dans son sac et enfin, elle se met en route pour partir de cet endroit de fou. Sauf qu'arrivée près de cette mini-forêt, elle peut sentir des mains la gripper. Sur le coup, elle comprend pas ce qui lui arrive. Mais très vite, elle se retrouve au milieu de cette mini-forêt avec autour d'elle le couple chelou. Ceux qui lui ont dit que c'était leur plage et qu'elle devait se déshabiller. Et forcément, elle comprend très vite que c'est pas bon signe. Y a rien qui va. Déjà, les menaces et là, ils sont en train de faire un truc chelou. Alors, avant de commencer cette partie, je tiens à te dire que le sujet que je vais aborder, c'est pas le plus simple. Au cas où ça spoil un peu, je sais, mais cela n'ira pas jusqu'à l'acte ultime non consenti. Et peut-être qu'à écouter, c'est pas facile pour toi non plus. Donc je t'invite à passer un petit bout de l'histoire et je te mettrai un timer quand le discours est moins sensible.
Allez, je reprends l'histoire. Alors Siri, elle se dit qu'elle doit crier ou appeler à l'aide avec son téléphone. Sauf que quand elle tente de crier, la femme va lui mettre ses mains sur la bouche. Siri, elle amorce un geste pour prendre son téléphone dans la poche et là, le mec va prendre son téléphone et le jeter au sol. À partir de maintenant, c'est vraiment pas facile et je vais essayer d'abréger, tu comprends pourquoi j'imagine. Il va malheureusement répéter à Siri qu'ici, c'est lui le boss et qu'elle aurait dû le faire de son plein gré, car là, il va être forcé de la déshabiller. C'est ce qu'il va faire et en même temps, il ne fait pas que ça. Il est en train de déchirer le short et le petit top qu'elle portait. Une fois complètement nue, il va lui dire que voilà, elle doit se sentir libre comme ça et que là, elle est autorisée à aller sur la plage et faire connaissance avec les autres si ça lui chante. Peu de temps après ça, elle ressent que l'emprise de la femme se relâche et elle cherche pas à comprendre. Elle prend son téléphone par terre et son sac à dos également par terre et elle va se mettre à courir. Alors, elle court pas comme une folle comme tu peux t'en douter, elle essaye de trouver un endroit un peu plus loin et surtout un petit peu caché. Comme ça, elle pourra appeler Maeva pour venir la chercher. À un moment, elle a trouvé un hall d'immeuble avec peu de passages et surtout un petit peu caché. Elle est sous des escaliers en colimaçon et elle a mis sa serviette de plage sur elle pour essayer de se couvrir. Elle explique à Maeva de venir au plus vite. Elle lui dit plus ou moins où elle se trouve car elle connaît pas forcément l'endroit. Et elle a clairement pas regardé le nom de la rue et le bâtiment dans lequel elle était rentrée. Et après un temps vraiment fou pour Siri qui est sous état de choc, eh bien elle voit la voiture de Maeva passer et elle lui dit que c'est bon, elle l'a vu passer. Maeva se gare et elle rentre dans le bâtiment et trouve Siri sous les escaliers. Siri, elle peut voir que dans les mains, Maeva lui a rapporté des vêtements et du coup, elle s'habille en vitesse. Et là, elle fond en larmes dans les bras de Maeva. Les deux filles vont dans la voiture et Maeva va convaincre Siri de porter plainte. Elle a bataillé pour ça car Siri ne voulait pas raconter ça et surtout c'était assez frais. Mais justement, Maeva lui dit qu'elle aura tous les détails et la plainte sera encore plus détaillée. Les filles se rendent à la gendarmerie et là, attention, c'est lunaire. Déjà, Maeva elle explique que Siri voudrait porter plainte et le premier policier, il se met à souffler. Il est en mode « Oh non, pas envie ». Bon, Siri elle va pouvoir porter plainte quand même et là un autre gendarme en face d'elle lui dit que en gros c'est de sa faute. Elle n'avait pas qu'à aller sur une plage naturiste en étant habillée. Ouais, je t'ai prévenu, la discussion elle est vraiment lunaire. Et en gros, Siri elle a réussi à porter plainte. Elle a signé les papiers et tout. Elle a fait une déposition, mais autant te dire qu'elle voit très bien que ça va pas avancer. Siri et Maeva rentrent à l'hôtel et le reste des vacances a clairement été entaché par cette expérience. Et même plus bien évidemment. Elle nous dit que ça fait pas longtemps qu'enfin elle arrive un peu à mettre ça derrière elle. Et c'est comme ça qu'elle arrive à partager cette histoire. Bon, malheureusement, l'histoire elle est pas facile. Je vous ai mis des petits warnings, je vous l'ai dit, je le répéterai pas au cas où pour pas que tu reskip. Alors oui, l'histoire elle est pas facile à vivre. Je vais pas répéter la phase sensible, étant donné que voilà, certains l'ont peut-être passé, certaines. Et c'est fou de vivre ça et ensuite d'aller voir la police et se dire ouais ok vas-y c'est eux qui vont m'aider, tu vois, c'est un support normalement, la police est là pour t'aider. Et là ils sont là en mode non mais c'est ta faute. En quelle année c'est sa faute? En quelle année? Oh, elle voulait aller à la plage, t'as pas le droit d'aller à la plage, c'est quoi ce délire? Elle voulait se lire un petit livre sur la plage, il fait beau. Je comprends pas le délire, elle habite en Bretagne, laisse-la tranquille déjà qu'elle voit pas le soleil. Je comprends pas, vraiment je comprends pas, c'est lunaire, tout est lunaire dans le truc. Donc voilà, un grand merci d'avoir partagé ça, franchement c'est quelque chose de fou. Voilà, j'ai pas les mots, on va passer à la prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rebecca. Elle a 19 ans et elle vit aux États-Unis, et plus précisément au Texas. Cette histoire, elle commence à dater un petit peu, ça fait 10 ans quand même. Au début, Rebecca nous dit qu'elle est étudiante dans une bonne université de son état, et que toute son histoire commence justement à l'université. En gros, Rebecca s'aide de son ordinateur pour prendre des notes pendant les cours, et depuis un petit moment, son PC est très lent. Alors elle le dit oui, elle a pas le dernier PC portable à la mode, celui avec la petite pomme si vous voyez de quoi on parle. Non, elle a un PC portable qui date un peu mais il a pas 10 ans non plus, donc il devrait tenir le coup pour noter des cours normalement. Elle peut carrément pas finir d'écrire son cours sur le PC car il est trop lent. Et comme elle a l'habitude de noter sur son PC et un petit peu comme tous ses camarades, elle peut pas noter en version papier. Elle demande à sa collègue de gauche, qui est aussi accessoirement son amie, de lui envoyer le texte via email, une fois qu'elle sera rentrée chez elle. Son ami lui dit que ouais, y a pas de souci. Les cours finissent et Rebecca en profite pour se rendre en centre-ville pour faire réparer son ordinateur portable. Elle cherche en voiture un peu à tatillon un magasin. Elle sait pas où il y en a exactement, donc elle cherche. Jusqu'au moment où enfin elle trouve une boutique d'informatique. Elle nous dit que c'est pas un grand magasin de fou, mais c'est pas un truc miteux ou quoi, ça fait bien pro.
Tout est bien rangé et soigné. Bref, rien ne peut présager de mauvaises choses. Elle attend vers le comptoir et après 1 minute environ, un gars d'environ 40 ans vient la voir. Une très longue barbe noire, des cheveux très longs et également noirs, même s'ils sont cachés par une casquette qu'il porte. Elle s'en souvient encore de cette casquette. C'est celle des Texas Rangers. Alors non, je t'arrête tout de suite, c'est pas Chuck Norris et compagnie. C'est une équipe de baseball au Texas comme son nom l'indique. On arrête avec cette casquette et on se concentre sur ce monsieur qui en premier lieu lui demande qu'est-ce qu'il lui faut. Pourquoi elle est là? Elle lui explique donc que son PC est giga long, il fait que ramer. Et elle sait pas pourquoi, elle fait rien de spécial avec son PC. Elle lui dit qu'elle en a besoin pour noter ses cours à l'université, donc c'est assez embêtant de pas pouvoir l'utiliser. Le gars lui demande alors: ah ouais, t'étudies quoi et où? Alors ouais, lui il la tutoie direct, y a pas de vouvoiement. Mais au début, Rebecca se dit pas de soucis, c'est un bon vivant. Vu la casquette, c'est typique le gars qui, après le taf, va dans son canapé, il boit sa petite bière devant le baseball, et le gars il est pas méchant, c'est un bon vivant quoi. Rebecca elle se dit bon, je vois pas pourquoi il a besoin de cette info pour réparer mon PC, mais bon, elle répond. Puisque de toute façon, elle a un gros logo de son université sur le dessus du PC. Donc bon, il aurait eu l'info quoi qu'il arrive. Le gars prend le PC et lui dit ok vas-y, comme je vois que t'as l'air sympa et que c'est pour les cours, il lui dit je vais me pencher sur ton cas ASAP, le plus vite possible quoi. Rebecca lui dit par contre ça devrait coûter combien à peu près? Et il va lui donner son prix, un prix qui est totalement normal pour Rebecca. Elle ne se souvient même pas du montant. Mais c'est pas genre pas cher du tout à genre 10 $, et là c'est suspect. Et c'est pas genre 500 $ non plus, donc elle se dit que tout va bien. Mais elle lui pose quand même une dernière question avant de partir. Elle lui dit bah je repasse quand pour venir le chercher? Là il tressaillit un petit peu, il lui dit ah tu sais ce serait mieux que tu me donnes ton numéro, comme ça dès qu'il est prêt je t'appelle et tu peux venir le chercher. Et sur le coup Rebecca elle se dit qu'il n'y a rien de chelou à demander le numéro de téléphone dans ce contexte. Et c'est plutôt logique en vrai. Et surtout, si ça lui permet de récupérer son PC le plus vite possible, c'est tant mieux. Le lendemain, elle retourne en cours et elle a prévu le coup. Elle a du papier et des stylos. Vers 16 h, elle reçoit un appel. Elle répond puisque justement, à ce moment-là, elle n'est plus en cours. C'est le gars de la boutique au téléphone. Il lui dit que son PC est réparé et qu'elle peut passer quand elle veut pour le récupérer. Et lui donne même le prix. Rebecca lui dit ok bah merci, trop cool, je prends la voiture et j'arrive. Elle fait le trajet, rentre dans la boutique et elle voit que le gérant est déjà là à l'attendre vers le comptoir. Il lui explique un peu ce qu'il a fait sur l'ordi et Rebecca elle est en mode ok ouais y a pas de souci ouais ok d'accord let's go. Elle capte pas ce qu'il lui dit mais elle lui dit merci beaucoup. Elle sort sa petite carte bancaire et elle est en mode bon bah let's go payer Et là il lui fait bon allez, on se fait la bise et c'est bon, tu peux partir sans payer, t'es étudiante. Ça me fait de la peine de te prendre ton argent. Et en plus, tu ressembles à ma femme, mais en plus jeune. Ni une ni deux, il la prend par les épaules et il lui fait la bise et il se recule. En fait, ça allait si vite que Rebecca a rien capté. Elle a même pas eu le temps de dire oui ou non. Enfin bref, le gars lui dit qu'il doit retourner bosser et qu'il lui souhaite une bonne soirée. En rentrant chez elle, elle check un petit peu ses mails, les réseaux sociaux à son époque et elle laisse son PC portable dans sa chambre. Elle va dans la cuisine et elle se fait un petit truc à manger. Elle retourne dans sa chambre et comme c'est le vendredi soir, elle décide de regarder un peu la télé pour se détendre. Vers minuit, elle reçoit un appel Skype de son petit ami. Alors, au cas où, Skype c'était un logiciel sur PC pour discuter, que ça soit par écrit ou bien via caméra. Et au début, ils discutent normal et au fur et à mesure de la conversation, ils font des choses plus de 18 ans. Ils se font plaisir si je peux dire. Normalement, elle devrait pas nous le dire, mais malheureusement, ça fait partie de cette histoire. Les tourtereaux finissent leur truc et la conversation finit très tard. Et Rebecca se réveille super tard, genre 13h30. Elle se lève et direction la douche. Petit déj et enfin, elle se rend sur son ordinateur. Dans ses emails, il y a un message qui l'intrigue quand même. Elle l'ouvre et dedans, il y a un fichier joint qu'elle télécharge. Ça lui a téléchargé une vidéo et sur cette vidéo, elle peut voir la conversation Skype avec les deux caméras allumées, celle de son copain et la sienne. Bon, jusque là, pourquoi pas. Mais vous imaginez bien que c'est pendant que tous les deux font des petites choses. Elle est en mode mais c'est quoi ce délire? Elle appelle son copain et lui demande au cas où si c'est pas lui qui a fait ça. Et il lui dit que non, c'est chelou d'ailleurs. Il lui fait remarquer que le mec de la boutique n'a absolument rien réparé, car le PC il semble encore plus vérolé. Rebecca lui dit on va plus pouvoir faire ce genre de choses Il y a je sais pas qui en Russie qui peut me mater, non merci. Du coup notre petit loulou là il est pas fou. Il lui dit qu'il va lui envoyer son ancien ordi portable qui fonctionne très bien pour le coup. Bon, pendant quelques jours rien à raconter de spécial. Et enfin, elle reçoit le PC de son petit ami. Et effectivement, il est bien plus performant que celui qu'elle avait avant. Aucun bug, c'est nickel. Encore quelques jours passent et une soirée banale, elle était en sortie avec ses copines. Et elle rentre vers quoi? Minuit. Elle est un peu exténuée et elle s'affale sur son canapé. Elle met la télé et 5 minutes après, elle reçoit un message de son colocataire. Il lui dit qu'il va rentrer à l'appart.
Alors elle le précise, mais son coloc à ce moment-là de l'histoire, il a une nouvelle petite amie. Et il est toujours chez elle. Du coup, elle est en coloc avec ce gars-là, mais d'habitude, il est jamais là. Ce qui fait qu'elle a l'appart pour elle toute seule. D'ailleurs, c'est un coloc, mais ils sont également amis. Donc c'est pas un étranger. Une fois qu'ils rentrent, ils en profitent pour discuter un peu. Et Rebecca va dans sa chambre pour se coucher tout simplement. Elle est sur le point de s'endormir quand elle entend du mouvement dans sa chambre, qui est techniquement impossible. Elle a pas d'animal de compagnie ou quoi. Mais elle a pas le temps de comprendre ce qui se passe qu'une main vient se plaquer sur sa bouche. Elle est terrifiée, elle a les yeux grands ouverts. Elle essaye de crier, mais elle ne peut pas. Là, très vite, elle peut voir qu'en plus d'une main sur sa bouche, il y a maintenant un homme qui est en train de se relever. Et il vient d'en dessous de son lit. Ce gars-là, elle le reconnaît très vite. Grosse barbe noire et casquette de baseball, c'est l'homme de la boutique d'informatique. Il va se mettre à lui chuchoter à l'oreille et lui dire des trucs dégueulasses. J'ai vu de quoi tu étais capable et j'aimerais bien en profiter, ma chérie. N'oublie pas, je t'ai fait une faveur, à toi de me rendre l'appareil. Elle essaye toujours de se débattre, bien évidemment. Elle a peur d'une chose, c'est qu'il arrive à passer à l'acte sans son consentement. Elle a un seul espoir à ce moment-là. Elle sait que son colocataire se couche très tard. Elle va réussir à mordre sa main et il va se mettre à crier. Et surtout, il va relâcher sa pression. Ce qui va profiter à Rebecca pour qu'elle lâche le plus gros cri de sa vie. Malheureusement, le gars va arrêter la strate de lui mettre la main sur la bouche. Il va prendre l'oreiller en dessous de Rebecca et lui met sur la tête. Là, Rebecca, elle se dit c'est pas possible cette vie de merde. Je vais mourir car j'ai pas envie de coucher avec un vieux pervers. Elle commence à manquer d'oxygène, elle donne tout pour rester éveillée. Bon, elle le précise pas forcément, mais j'imagine qu'elle donne tout pour se débattre. Quand enfin, elle peut sentir le poids du monde s'enlever de sa tête. Et elle peut prendre la plus grosse bouffée d'air de sa vie. Elle est toujours prête à se battre avec cet homme, mais quand enfin elle arrive à regarder ce qui se passe autour d'elle, elle peut voir son colocataire en train de se battre avec ce mec. Elle veut de tout son être aller l'aider. Et elle essaye de se lever, mais elle a la tête qui tourne comme pas possible. La bagarre continue et le coloc semble prendre le dessus quand malheureusement le type chelou va mettre une énorme droite au coloc. Et franchement ça va le sonner un petit peu. Mais heureusement pour eux, le gars à la casquette va décider de sortir de la chambre ainsi que de l'appartement. Rebecca va essayer de prendre soin du coloc et lui il va prendre soin d'elle. Enfin bref. Ils essayent de surmonter ça ensemble, ils sont tous les deux pas très bien en gros. Malheureusement, ce soir-là, ils vont décider de ne pas appeler la police, mais une amie de Rebecca pour qu'elle vienne leur tenir compagnie. Et comme dans beaucoup d'affaires, Rebecca ne va pas porter plainte contre ce gars, alors qu'elle connaît son lieu de travail et tout. Mais voilà, maintenant 10 ans après, c'est vrai qu'elle voudrait le faire, mais elle ne sait pas si ça servira à grand chose. Et surtout, elle raconte cette histoire pour essayer de sortir ça de son esprit un petit coup. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Alors la question qui a été posée, vous inquiétez pas, moi aussi je me la suis posée, et elle a été posée dans les commentaires, et comment le gars était là, comment il était dans son appartement. Eh bien malheureusement, Rebecca a la fâcheuse tendance à laisser sa fenêtre ouverte. Alors quand elle est rentrée, elle a vu sa fenêtre ouverte et sur le coup, ça l'a pas choqué. Alors c'est comme ça qu'il est rentré, tout simplement. Alors moi je me dis que des fois t'as pas de chance dans la vie, mais dans ta malchance des fois t'as un peu de chance. Le colocataire pour cette fois, pour cette journée là, pour cette soirée là, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est embrouillé avec sa copine ou quoi, ou que voilà il s'est dit un petit break ou quoi. Enfin il était chez Rebecca quoi, enfin dans la colocation. Je me dis imagine s'il avait pas été là, on sait pas ce qui se serait passé. Est-ce qu'il aurait été plus loin le mec? Ça se peut. Est-ce qu'elle aurait pu se défendre toute seule? On ne le sait pas. Mais au vu du truc là, c'était mal barré. Le mec était vraiment creepy quand surtout il fait « Oh, tu ressembles à ma femme, mais en plus jeune. » Quand j'ai lu ça, de toute façon, je me suis dit « Toi, t'es bizarre. Toi, t'es... » C'est un peu bizarre comme phrase. En fait, c'est gentil, mais pas gentil. Surtout pas dans ce contexte. On est dans un thread d'horreur, donc tu sais que ça va mal se passer. Allez, on passe à la troisième histoire de cette vidéo. Alors, juste avant de commencer ce troisième thread d'horreur, plusieurs points. Déjà, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et un deuxième point, c'est que l'histoire est quand même un peu gore. Je dis pas ça juste pour dire, ouais, attention, nanani. Pour le coup, là, il y a vraiment... il y a du sang et tout. Voilà. Il y en a même pas mal. Donc, voilà. Je préfère te le dire. Tu verras bien. Mais tu vas kiffer aussi. Elle est bien. Moi, je l'aime bien. Voilà. Bon, allez, je vais te raconter tout ça. Pour commencer mon histoire, il faut que je vous précise que je suis un débutant dans tout ce qui est la randonnée et le camping. Je me suis mis à aller faire de la randonnée et du camping vers la fin du Covid pour retrouver l'air frais et surtout la nature. Donc tout ce que je vais vous raconter, c'est pratiquement au tout début de mes sorties.
Un week-end, après tout le boulot que j'ai eu, j'ai organisé une randonnée puis campé dans la forêt près de chez moi. Enfin, quand je dis préparer, j'ai surtout juste regardé où je pourrais aller me promener et où il est possible de mettre un campement. Je veux surtout décompresser car être enfermé chez soi même après le Covid, puisque je suis en télétravail, c'est compliqué. J'ai pris ma voiture et quelques affaires que j'avais achetées chez un marchand dans ma ville. Je lui avais d'ailleurs demandé un petit peu des conseils car j'étais totalement débutant. Il m'a proposé plusieurs trucs utiles à la randonnée et au campement. Il était vraiment sympa. Bref, arrive le moment où j'arrive vers la soi-disant forêt. Je l'ai repérée sur internet et en gros, elle est à environ 2 heures de chez moi. Je gare ma voiture pas très loin d'un sentier, puis je prends toutes mes affaires et je commence ma petite balade. Tout se passe super bien. Il y a les oiseaux qui chantent, l'air est plutôt bon et surtout c'est quelque chose que je recherche. Le calme. Je ne sais pas vous, mais le bruit de la nature, ça m'apaise. C'est comme si j'étais dans un cocon sous ma couette et que je me sentais bien. Je continue ma route et à un moment, le sentier se coupe en 3 parties. Et je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé quel sentier emprunter. Donc j'en ai pris un au hasard. De toute façon, c'est pas comme si j'allais me perdre si je suis un des sentiers. Et puis bon, je suis venu ici pour décompresser, donc je ne veux pas du tout me prendre la tête. J'ai pris celui de droite, si je me souviens bien. Quand j'ai emprunté ce chemin, j'ai eu comme une sensation bizarre qui a duré même pas 2 secondes. Donc je n'y ai pas fait plus attention que ça. J'avance de plus en plus et je sens que je commence à fatiguer un peu. Donc je décide de faire une petite pause. Quand je fais ma pause pour boire un coup et manger un petit truc, je commence à remarquer que la forêt est beaucoup plus dense dans cette partie. Je me dis donc qu'il va vite faire noir. Je finis ma petite collation et je reprends le chemin. Je m'enfonce de plus en plus dans cette forêt. D'ailleurs, elle est incroyable, c'est vraiment très beau. Mais je remarque que le sentier s'efface petit à petit, ce qui m'embête de plus en plus. Car après, pour retrouver mon chemin, ça va être la galère. Bon, je décide d'aller explorer un petit peu les environs pour trouver un petit coin sympa où mettre ma tente. Ce qui n'est pas facile car il y a vraiment beaucoup d'arbres. Après environ 1 heure, j'ai enfin trouvé un petit coin sympa. Je vous raconte pas comment j'ai galéré pour mettre ma tente. Oui, j'en ai déjà monté, mais c'est toujours aussi galère. Surtout quand on en a une vieille. Ouais, j'ai pris la tente de mon père. Car quand j'étais enfant, mon père adorait la forêt. Même si quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce qu'il ressentait. C'était quelqu'un qui avait vécu à la campagne pendant pratiquement toute sa vie. Mais pour le boulot, il avait dû déménager. Et il est resté environ 35 ans en ville. Et la forêt lui manquait. Mais au début du Covid, malheureusement, il est décédé. C'est peut-être un peu pour ça que je suis parti faire du camping. Pour retrouver un peu de mon père dans cette activité. En écrivant cette histoire, cela me fait pleurer en pensant à lui. Bref, j'arrive à finir de monter ma tente qui m'a pris au moins une bonne heure encore. Ouais, vous pouvez rigoler. Le soleil a fini par baisser et le crépuscule est arrivé. Il fait vraiment noir, mais j'ai une lampe torche et pas mal de couverture. J'ai pas réussi à faire du feu, donc je me chauffe comme je peux. Je suis allé un petit peu découvrir la flore des environs, tout en ayant mon campement en vue. Je ne voudrais surtout pas me perdre dans le noir. Ce serait une catastrophe. Le soleil se couche enfin et je suis dans le noir total. Ce qui veut dire que je vais manger quelques petits trucs dans mon sac. Je rentre dans la tente car je rappelle que je n'ai toujours pas de feu. Puis je fouille mon sac pour manger un petit truc. Quand j'entends des craquements de branches se briser, je sors de la tente pour voir si ce n'est pas une bête. Mais je ne vois rien, même avec ma lampe torche. Je décide donc de retourner dans ma tente et je recommence à regarder dans mon sac. Et là, j'entends des bruits de pas. Je ressors encore de ma tente et je fais un tour sur moi-même pour regarder les environs. Toujours rien. Je demande alors cette phrase. Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, au pire il me répondra. Et au pire, si c'est un animal, je le ferai fuir. Mais personne ne me répond. Je n'ai pas non plus entendu de bruit de pas. Donc j'en déduis que j'ai dû faire peur à l'animal quand j'ai ouvert ma vieille tente. Je retourne chercher à manger et je n'entends rien. Quelques dizaines de minutes plus tard, je sors de ma tente et regarde les étoiles. Enfin, ce que je peux puisque les arbres sont vachement grands. J'adore la nuit. J'ai l'impression que pendant le jour et la nuit, il n'y a pas la même odeur. Enfin, moi je ressens ça. Je sais pas, l'odeur de la nuit me fait du bien. Mais plus je sens cet air et plus je sens un truc bizarre monter dans mes narines. Je me lève directement pour aller chercher qu'est-ce que ça peut être. Je fais le tour et là, dans les buissons, je peux trouver un animal mort. Il est éventré et il y a du sang partout. C'était comme si on l'avait charcuté. Je ne pourrais pas vous expliquer comment, mais c'était assez hard. J'ai failli vomir tellement c'était macabre. Après avoir repris mes esprits, j'ai essayé de déplacer l'animal mort. C'était vraiment une horreur, car l'odeur en le déplaçant était vraiment immonde. J'avais l'impression qu'il avait été laissé là, ou qu'un animal l'avait laissé pourrir ici. Sauf que le problème, c'était que j'avais visité un petit peu plus tôt les environs. Et il n'y avait rien. Est-ce qu'un carnivore déplace ses victimes, et en plus en décomposition? Cela me semble vraiment bizarre. Mais sur le moment, je n'y ai pas pensé. Ma pensée principale, c'était surtout de déplacer cette horreur loin de ma tente pour dormir sans l'odeur de cadavre. J'ai réussi à le déplacer un petit peu plus loin dans la forêt. Quand je reviens vers mon campement, j'ai eu l'impression de voir une ombre passer. Je crie alors « Eh oh !» Mais aucune réponse. Je cours un petit peu pour aller voir mon campement, mais il n'y a rien à l'extérieur.
Je rentre dans la tente et là je peux voir qu'il y a un autre cadavre d'un animal. Cette fois-ci, je vide mon estomac. L'odeur, mon Dieu, je peux pas vous la faire sentir, mais c'était horrible, ça puait. Il y avait clairement quelqu'un qui avait mis cet animal mort dans ma tente. Il était éventré et il y avait les boyaux complètement étalés au sol. Les intestins étaient étalés pour que je les voie. On avait crevé ses yeux et on avait coupé les oreilles à cet animal. C'était vraiment horrible. Même encore aujourd'hui, j'en fais des cauchemars. J'enlève cet animal et je décide même de creuser un petit trou pour lui faire une petite tombe à cette petite bête qui a dû souffrir. Maintenant, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Sur mon téléphone, je n'ai pas de réseau. Et il fait totalement nuit. Et il y a quelqu'un qui s'amuse à me faire peur en tuant des animaux. Et je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà essayé de regarder tout autour de moi, mais je ne vois rien. Et je ne peux pas sortir de la forêt en pleine nuit, sinon je vais me perdre. Donc je décide de faire mon peureux et je rentre dans ma tente. Je sais, c'est pas très intelligent, mais je ne sais pas quoi faire. Il y a du sang partout. Mon plan ? Attendre que le soleil se lève et au premier rayon de soleil, eh bien je me casse d'ici. Je suis donc là à attendre dans ma tente avec une lampe torche allumée. J'ai sorti mon couteau quand même. J'ai froid, il fait vraiment froid, mais j'essaye de me réchauffer. À un moment, la lampe de poche commence à clignoter et je me mets à l'insulter. Je me mets même à lui parler. Je lui dis que c'est pas le moment de me faire ça. J'essaye de regarder dans mon sac où j'ai mis les piles de rechange et au même moment, je peux entendre des cris horribles tout autour de ma tente. Je m'immobilise car j'ai la trouille. Ma lampe n'arrête pas de clignoter. Donc je peux apercevoir une ombre bouger. Puis d'un coup, quelque chose déchire ma tente. Et là, je peux voir littéralement un couteau qui a pénétré ma toile. Là, je sors directement de ma peur et je récupère les piles. Pendant ce temps-là, la personne continue à tourner autour de ma tente et à pousser des cris bizarres. J'enlève les piles de la lampe et je suis donc dans le noir le plus total. Puis, j'entends qu'on plante encore une fois ma tente. Je décide de me mettre à plat ventre pour ne pas me prendre un coup de couteau dans la tête. Et là, le bruit de déchirure de la tente se fait entendre. Puis enfin, j'arrive à mettre les piles quand j'entends que l'on écarte cette déchirure. Je braque ma lampe de poche sur l'individu qui veut rentrer et je reçois quelque chose en pleine figure, une substance. Je remarque que devant moi, il y a un homme. Il est couvert de sang frais et de sang sec. Il a de très longs cheveux et ne porte pas beaucoup de vêtements. Il me regarde bizarrement, comme s'il ne comprenait pas ce que j'étais. Puis, il me rebalance quelque chose dans la tête avant de prendre la fuite. La première chose qu'il m'avait balancé à la tête, c'était du sang. J'étais rempli de sang. La deuxième chose que j'ai reçue dans la tête, c'était des boyaux et le cœur d'un animal. Heureusement que j'avais vidé mon repas tout à l'heure, autrement je l'aurais fait maintenant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait quand l'homme t'a fait ça? Pour tout vous dire, je n'ai rien fait. J'étais tellement tétanisé que je n'ai rien fait à part le regarder. Puis en même temps, ça s'est passé très vite. Tout ça en même pas une minute. Je me suis levé et je suis sorti. En sortant de ma tête, j'ai entendu que j'avais marché sur quelque chose de bizarre. J'ai alors pointé ma lampe torche sur le sol et j'ai trouvé 2 yeux, 2 oreilles et des boyaux. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que le mec qui a mis ça ici a dessiné une tête avec ces parties-là. Les yeux avaient été retirés des orbites de l'animal pour être placés par terre pour faire des yeux. Les oreilles d'un renard ou d'un loup ont été découpées pour faire des oreilles. Les boyaux, quant à eux, faisaient un énorme sourire. Et il y avait un cercle pour fermer le tout et former une tête. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris le reste de mes affaires et je suis parti. Bon, tant pis si je me perds. Tant pis si le soleil ne s'est pas levé. Je ne peux pas rester dans ce camp avec un malade mental comme ça dans le coin. Surtout sans mouvement. Je suis une proie facile. Bref, j'ai même laissé la tente, tellement il l'avait abîmée et bon, je n'avais pas le temps pour la remballer. J'ai eu pas mal de mal à marcher. De temps en temps, j'avais l'impression qu'on me suivait. Je ne sais pas si c'était l'autre fou ou la paranoïa. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis sorti de cette forêt. Je n'ai prévenu personne de cette histoire. J'avais pas envie que les gens pensent que c'était moi qui découpais des animaux, ou juste de revoir ce malade. Et j'avais également peur qu'on ne me croie pas. Voilà mon histoire effrayante et assez gore, j'en suis désolé. Fallait que j'en parle car des fois je rêve de cette histoire la nuit. Et je me dis que ça aurait pu être beaucoup plus terrifiant si je ne m'étais pas décidé à repartir. J'ai fait quelques recherches sur la forêt où je suis allé. Personne n'a parlé de choses semblables. La seule chose intéressante que j'ai trouvée, c'est que le sentier que j'avais emprunté avait été condamné, car il y avait eu pas mal d'accidents et quelques disparitions. En tout cas, merci de m'avoir lu. Et cet homme bizarre dans la forêt, nous nous revoyons plus. Voilà. J'espère que vous kiffez ce dernier thread d'horreur qui est ma foi assez gore, il faut le dire. Repose en paix à ces petits animaux, malheureusement, qui ont subi des actes atroces pour un mec qui tu sais pas, tu comprends pas ce qu'il fait. J'ai pas de mots, le mec il est là, il découpe des animaux pour faire du coup peur à un humain. Je comprends pas, c'est pas marrant, enfin il y a pas de... Je pense que cette personne devrait aller en soins. Voilà, les termes c'est ça. Il devrait aller en soins peut-être et après au-delà, si jamais en prison. Hein.
Coucou, je m'appelle Ashley, j'ai 19 ans et la semaine dernière j'ai trouvé une annonce sur Facebook pour faire un babysitting un samedi de 16h à 23h. Le prix étant assez attractif, 15 € de l'heure, je me suis précipité de DM la personne en question. Car étant étudiante, cela m'aurait fait 105 € et ce n'est pas rien. La personne qui avait fait l'annonce était la mère de famille et elle m'avait proposé un court rendez-vous afin de me présenter sa fille de 8 ans, Alma. Le rendez-vous devait se faire le jeudi soir vers 19h20 après un autre babysitting duquel je revenais. Sauf que ce soir-là, mon téléphone n'avait plus de batterie, donc je n'ai pas pu m'y rendre car plus de GPS fonctionnel. J'envoie donc un message à la personne en expliquant que j'ai 2%, que mon GPS ne fonctionne pas mais que c'est possible de se voir le lendemain. Donc le vendredi précédant le gros babysitting du samedi. Elle me dit que tout est ok car elle a justement besoin de faire garder Alma de 15h à 17h ce vendredi. J'accepte, heureuse de me faire déjà 30 €. Elle m'explique tout de même que son mari sera présent à la maison lorsque je viendrai garder sa fille et qu'il sera en télétravail donc peu présent. Je me demandais pourquoi je devais la garder si son père était quand même à la maison, sachant qu'à 8 ans on peut quand même rester seul pour jouer dans sa chambre 2 heures, surtout si le père est dans la pièce d'à côté. La nuit précédant le babysitting, je fais un rêve dans lequel je sors de chez moi. Je me tourne vers ma mère et je dis « Cette situation n'a aucun sens, c'est forcément un rêve ». Suivi de cette phrase que je me dis à moi-même dans mon rêve « T'es en danger ». Et là, je me réveille. Je réfléchis pas trop, ce n'était qu'un rêve. Le début de la journée passe bien et je commence à ressentir un stress, un mauvais pressentiment vis-à-vis de ce babysitting. J'avais une boule au ventre et une légère nausée. Et vers 14h15, je pars donc de chez moi, en avance car ils étaient à 4 minutes en voiture, et je me rends à ce fameux babysitting. La maison se trouvait au bout d'un chemin boueux et très cabossé, en bord d'autoroute mais entouré de forêt. Je sonne au portail et la voix du père à l'interphone me dit « Je vous ouvre ». Le portail était gigantesque et rouillé, et il s'ouvre très lentement. Bah, c'est bien badant. Je marche jusqu'à la maison, je toque et le père m'ouvre. À ce moment-là, je ressens un immense stress et un sentiment qui me dit de m'enfuir. Et de pas rester là, je sais pas pourquoi, instinct sûrement. Surtout en voyant le père. Il a jeté sur moi un regard et un sourire tellement malsain que j'en ai eu des frissons. Vous voyez quand votre corps vous dit que vous êtes en danger, mais que vous ne pouvez pas partir, et que vous n'avez aucune réelle raison, mais vous savez qu'il y a un problème. Je ne sais pas si c'était simplement son aura ou son intention tellement mauvaise qui m'ont donné cette impression, mais j'entre dans la maison. Il était habillé d'un long pantalon bleu en tissu qui traînait par terre, d'une chemise trop grande et il était pieds nus avec des orteils sales. La petite jouait au Playmobil et elle aussi était plutôt étrange, comme si elle cachait quelque chose. Le père s'en va dans son bureau pour continuer de travailler et avant de fermer la porte du couloir, il me lance un dernier regard, avec un sourire super malsain, me regardant de haut en bas, comme s'il était satisfait de quelque chose. Je joue un peu avec Alma et au bout de 15 minutes, elle devient très étrange. Et me dit « Tu veux pas aller chercher un autre jouet dans ma chambre ?» Ce à quoi je réponds que ok, on peut aller dans sa chambre et jouer à autre chose si elle le veut. Et elle me répond très froidement avec un léger sourire « Non, toi vas-y, moi je t'attends là ». Sa chambre était dans le fameux couloir fermé dans lequel son père louche à son bureau et travaille. Donc hors de question d'y aller seul. Je saurais pas expliquer, mais à ce moment-là, c'était comme si on voulait me tendre une embuscade au bout de ce couloir. Et je la convainc de venir avec moi en lui disant que je ne sais pas où est sa chambre. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'en entrant dans cette maison, dans ce couloir, je n'en ressortirai jamais et que j'étais vraiment en danger. On y va, je regarde dans toutes les pièces en traversant le couloir pour voir où était le père. Mais bizarrement, je ne l'ai vu dans aucune d'entre elles. Alma et moi discutons. On colorie un peu et pendant qu'elle me regardait colorier tout en me parlant, elle s'arrête d'un coup, les mains derrière le dos et commence à me fixer, les yeux grands ouverts, bien écarquillés. Et tout ça pendant une bonne minute. Je la regarde aussi et je regarde un peu autour sans trop comprendre. Le silence de toute la maison était pesant. Et d'un coup, elle recommence à vivre, parler comme si de rien n'était. À ce moment-là, je cherche dans toute la chambre un objet susceptible de servir d'arme. Au cas où, avec un œil toujours rivé sur la porte de sa chambre encore ouverte. On joue un jeu par terre, le temps est long. Mais je prends sur moi malgré que mes mains tremblent de stress sans toujours trop savoir pourquoi. La fin du babysitting arrive, il est 17h et son père arrive à la porte de la chambre. Pile à l'heure en disant « il est 17h ». Je me lève en me disant que mon heure a sonné, qu'il va m'arriver un truc. Mais rien, je récupère mes 30 €, je dis au revoir et je m'en vais. Esquissant un faux sourire et en disant « à demain ». Notez bien qu'au bout des 2 heures, la mère n'était pas revenue à la maison. Donc pour moi, mon babysitting n'a servi à rien, puisque je la laissais de nouveau seule avec son père. À ce moment-là, je cours vers ma voiture et je me mets à pleurer sans comprendre ce qu'il m'arrive. Car je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir été en danger, d'avoir échappé à la mort littéralement alors qu'il ne s'est rien passé en soi.
Mais en réfléchissant, j'ai eu de réelles raisons d'avoir ce sentiment. Pendant une conversation avec Alma, elles m'ont dit qu'ils ont nettoyé la piscine pour son anniversaire en famille le lendemain, le jour où je suis censé la garder. Mais pourquoi devrais-je garder Alma le samedi de 16h à 23h si elle fête son anniversaire en famille? Surtout que 7 heures de babysitting c'est peu commun, encore plus durant un anniversaire dans lequel il y aura plein d'adultes. De plus, je n'ai jamais rencontré la mère, jamais eu au téléphone et jamais eu de réelle preuve que cette personne existe. Le soir, après les 2 heures de babysitting, la maman m'envoie un message pour savoir comment ça s'est passé. Je dis que c'était bien, grosse mytho clairement, mais que je ne peux pas venir pour le samedi car mon père est malade et qu'il est à l'hôpital. Oui, c'est une excuse mais j'en ressentais vraiment que je ne devrais plus jamais y aller. J'explique donc ça, je m'en excuse et tout ce qu'elle me répond c'est « Ok, bon courage ». Mais qui répond aussi sèchement à un message dans lequel on explique une situation familiale difficile. À la limite me répondre un truc du style « Ah, on est embêté pour demain, mais désolé pour votre père, j'espère que ça ira, bonne soirée ». Ça me paraît plus normal, plus civilisé. C'est comme si son plan avait échoué. Elle avait compris que j'avais vu ou vécu un truc étrange et qu'il devrait chercher une autre victime. J'insiste sur le fait que le père m'avait vraiment regardé comme une proie, comme s'il avait choisi la bonne victime et qu'il était satisfait de ressentir ma peur. Suite à ça, j'ai fait des recherches sur le père, car j'étais comme traumatisé sans savoir si j'étais folle d'avoir ressenti ça. Après quelques recherches avec son nom, j'ai appris que cet homme était connu au niveau du gouvernement, car il avait travaillé auprès de ministres, mais surtout que sa carrière avait coulé après avoir été accusé d'harcèlement, séquestration et tentative de tuer une femme. Ce jour-là, j'ai donc réellement peut-être échappé à un drame. Peut-être que si j'y étais retourné le samedi de 16h à 23h, durant lequel je ne sais pas pourquoi j'aurais dû garder Alma vu que c'était son anniversaire en famille, eh bien je pense qu'il me serait arrivé quelque chose. La morale, c'est qu'il faut toujours suivre son instinct et son intuition car le corps ne se trompe jamais. Voilà, c'est terminé pour ce premier thread d'horreur. Ma foi, effectivement, elle a bien senti le truc. Je pense que le gars voulait préparer le terrain en mode t'as vu, il s'est rien passé pendant ces 2 petites heures de babysitting. Et le lendemain, bam, 7 heures de babysitting qui, pendant un anniversaire, c'est bizarre. Effectivement, elle a jamais vu la mère, donc est-ce que c'est pas le mec, enfin le père là qui se prend pour la mère, qui se fait passer pour la mère sur les réseaux sociaux? Il y a des bonnes chances. C'est très bizarre. Alma aussi, elle a l'air de pas... Tu sais, elle sent qu'il y a un truc bizarre, tu vois. Je sais pas. Bon, je vais loin peut-être, mais ils ont nettoyé la piscine aussi, peut-être que c'est bizarre, je sais pas. Ça, c'est à vous de voir, hein, je sais pas trop. Bon allez, très bon thread d'horreur, j'ai bien kiffé. Allez, juste avant de commencer ce 5e thread d'horreur, si tu ne l'avais pas fait, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera toujours plaisir. Cette histoire s'est passée quand j'avais environ 13-14 ans. J'ai grandi dans une ville avec de nombreux sentiers pédestres, pistes cyclables et une zone forestière à environ 10 minutes à pied de chez moi. Alors j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur. Un de mes meilleurs amis, nous l'appellerons Anthony, vivait dans le quartier en face du mien. Je marchais fréquemment jusqu'à sa maison pour frapper à sa porte et voir s'il voulait se joindre à moi pour faire du vélo sans but dans la ville. Ce jour-là, il a décidé de me rejoindre et nous sommes descendus au lac local, un endroit extrêmement populaire pendant l'été. Il n'est jamais vide. Il y a un sentier juste à côté de la bibliothèque locale qui mène au lac. Nous avons décidé de traîner à l'entrée du sentier car il se trouvait juste à côté d'un tunnel qui passait sous la rue au-dessus, offrant une bonne ombre et une amplification pour écouter de la musique ensemble sur nos iPods. Ce tunnel mesure probablement 10 mètres de long. Le seul chemin facile pour remonter à la rue au-dessus étant celui pavé d'un côté. Le sentier lui-même est en gravier, avec des arbres des 2 côtés. Il n'est pas facile de descendre avec un vélo, à moins d'utiliser les entrées et sorties désignées. Anthony et moi traînions de l'autre côté du tunnel par rapport à l'entrée du sentier, afin de ne pas déranger les familles qui empruntent le sentier avec notre musique. Nous avions nos vélos penchés sur le côté du tunnel lorsque j'ai remarqué un homme qui passait par l'extrémité opposée, juste à côté de l'entrée du sentier. Il est entré dans le tunnel et une fois qu'il était à 5 mètres de nous, il a crié « Je suis un officier de la ville !» Il ne m'a pas fallu plus d'un coup d'œil de 2 secondes pour dire que non, ce n'était pas un officier de police. Il portait un short cargo, un débardeur vert, des sandales et un gros sac à dos de style militaire. Même à environ 5 mètres de distance, je pouvais dire que sa peau avait l'air vraiment grasse. Ses cheveux étaient négligés. J'ai immédiatement su que quelque chose de grave allait arriver et mon adrénaline a commencé à monter. Je me suis tourné vers mon ami et je lui ai crié « Anthony, cours !» On est directement monté sur nos vélos et on a commencé à rouler. L'homme se tenait entre nous et l'entrée du sentier. Il n'y avait donc pas de moyen facile pour nous de décoller sans avoir besoin de le dépasser directement ou de descendre le sentier dans la direction opposée.
Anthony a choisi d'essayer l'entrée principale que l'homme bloquait. Alors qu'il passait devant l'homme, il a tendu la main et a attrapé son bras. Anthony s'est en quelque sorte arrêté, mais l'homme était plus concentré sur moi et a fini par lâcher prise. Anthony ayant compris ça, il a vite déguerpi. Je savais que je n'aurais pas autant de chance qu'Anthony si j'essayais de passer devant cet homme. Alors j'ai immédiatement commencé à chercher d'autres façons de courir. J'ai remarqué qu'il y avait en fait un petit chemin de terre au même bout du tunnel que nous avions été. J'ai essayé d'y prendre mon vélo et l'homme a crié derrière moi. « Tes parents ne t'ont-ils jamais appris à ne pas fuir les flics ?» Le sentier est devenu trop petit pour que je puisse transporter mon vélo. Alors je l'ai simplement laissé tomber par terre et j'ai continué à courir, en espérant que ce sentier latéral remontait dans la rue où lui au moins ne pourrait pas me blesser sans témoin. Il m'a poursuivi à mi-chemin du sentier mais a finalement fait demi-tour. J'ai fini par sortir vers la bibliothèque et j'ai rapidement couru jusqu'au sommet du tunnel pour voir ce qu'il faisait. Tout ce que je voyais, c'était lui qui s'éloignait sur mon vélo. J'ai appelé les policiers et ils sont venus chez moi pour écouter mon témoignage. J'ai immédiatement identifié le gars. Apparemment, lui et son frère jumeau étaient des sans-abri et sous petite substance, ce qui expliquerait son comportement et sa motivation. Ils étaient connus pour voler des vélos dans la région. J'étais juste content que la situation n'ait pas empiré, étant donné qu'ils étaient sous substance. Il aurait été très facile pour eux de me défoncer. Alors, au faux policier qui a volé mon vélo, ne nous revoyons plus. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur, qui, ma foi, bon bah les mecs ils volent des vélos, ils ont que ça à foutre. C'est un concept, ils viennent voir des petits et ils leur volent leur vélo. C'est un concept qui me laisse perplexe là, je sais pas vous, mais clairement ça me laisse sans voix. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sophie. D'ailleurs, cette histoire, elle se passe en août dernier. Sophie nous dit qu'elle a 19 ans et qu'il y a quelques temps, fin avril, elle a adopté son premier chien. C'est un petit husky, et qui dit husky dit beaucoup de balades et de sport. Il faut savoir que son chien est très gentil et n'est pas du tout le genre à grogner ou même à aboyer. Son chien a plus l'habitude de faire des hurlements de loup. Ce jour-là, il doit être 18 h et Sophie sort son chien comme à son habitude. Son chien n'a que 6 mois donc elle l'éduque, elle lui apprend tout un tas de choses. Ils ont l'habitude de prendre un chemin qui passe vers la gare. Là où elle habite, elle nous dit que c'est une petite ville qui est très propre et très calme. Donc elle adore faire des balades avec son petit toutou. Le chemin qui mène à la gare, elle l'emprunte souvent. Donc quand un homme se met à crier « Hé toi !» Au début, elle ne se retourne pas, car elle pense que ce n'est pas pour elle, et que cet homme parle à une autre personne. Mais l'homme continue de crier de plus en plus fort, puis court vers elle. Sophie lui demande ce qu'il veut, puis l'homme commence à sortir une feuille de sa poche. Sophie s'approche pour voir ce qu'il lui montre, mais l'écriture dessus est illisible. L'homme lui demande où est le vétérinaire le plus proche. Il lui dit qu'il a très bien vu qu'elle avait un chien et du coup il est directement venu la voir. Évidemment, Sophie lui indique où est le vétérinaire le plus proche. Mais l'homme y fait mine de ne pas la comprendre. Pourtant, Sophie lui explique au moins 5 fois, mais l'homme insiste à chaque fois pour qu'elle sorte son téléphone ou bien qu'elle l'accompagne dans sa vieille camionnette. L'homme lui dit que son chien est malade et qu'il est dans le coffre et qu'il est blessé. La discussion dure au moins 15 bonnes minutes. D'ailleurs, le chien de Sophie commence à devenir bizarre. Il a la queue entre les pattes et il se met à grogner. Puis il s'est mis à aboyer, au point où Sophie a dû le retenir pour ne pas qu'il se jette sur cet homme. L'homme devient de plus en plus insistant en répétant à Sophie qu'il ne comprend pas ce qu'elle lui dit. Pourtant, elle a bien remarqué que l'homme parle très bien français, et elle aussi. Puis d'un coup, l'homme devient de plus en plus agressif et commence à vraiment s'énerver. Et il lui rappelle que son chien est dans la camionnette et qu'il faut qu'elle aille le voir dans son coffre. Là, la stratégie de l'homme a complètement changé. Il veut que Sophie rentre dans sa camionnette pour lui indiquer le vétérinaire le plus proche. Elle a vraiment peur, surtout qu'il n'y a personne dans la rue aux alentours. Sophie lui demande alors la race de son chien, mais il a complètement bugué et ne sait pas quoi répondre. Là, Sophie elle lui dit que s'il comprend toujours pas, eh bien il a qu'à voir la gendarmerie qui est juste à côté et que eux vont pouvoir le guider mieux qu'elle. Soudain, l'homme s'est mis à se rapprocher encore plus d'elle et elle peut remarquer que son regard est d'une intensité très noire. Là, elle a pris ses jambes à son cou et s'est mise à courir le plus vite possible. Heureusement, le chien de Sophie est très rapide, ce qui l'entraîne dans sa course. Elle s'est retournée un moment pour voir si l'homme les poursuivait. Mais ce qu'elle a remarqué, c'est qu'il ne bougeait pas. Et il les fixait avec un tel regard que ça lui a glacé le sang pendant quelques jours. Ils ont réussi à rentrer à la maison, sains et saufs. Elle ne sait pas ce que cet homme voulait réellement. Est-ce qu'il voulait Sophie ? Ou bien il voulait son chien. Elle tient à nous préciser que la camionnette se trouvait déjà là avant son arrivée dans la rue. Dernier détail, à ce moment-là, il y avait beaucoup de vols de chiens. Donc elle a directement pensé à ça. Bon, effectivement, un husky de 6 mois sur un marché noir, ça doit facilement se revendre, j'imagine. Donc bon, voilà. En plus, ça se trouve, le mec il faisait les deux. Hein. Il arrive, il faisait les femmes, les chiens, il fait tout. Il prend tout. Donc malheureusement, heureusement pour elle, elle a esquivé le pire, je pense. Mec, non mais c'est chelou, directement tu lui dis il est là le vétérinaire,
Ça y est, comprends les choses. Au bout d'un moment, moi, pas que je suis pas gentil, mais au bout d'un moment, tu comprends pas, je te l'explique 15 fois, tu parles français, je parle français. Frère, fais un effort. Au bout d'un moment, je te le dis, ça va aller vite. Et puis moi, Cookie va pas vouloir rester sur place pendant 5 minutes comme ça, hein. C'est mort. Hein. Au bout d'un moment, il va faire, moi j'ai envie de pisser, hein. J'ai envie de faire mes besoins, tu dégages. Voilà, petit, voilà, je raconte ma vie, mais c'est comme ça fait plaisir aussi. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Cathy. Cathy, c'est une jeune fille qui est encore au lycée. Elle est ce qu'on pourrait appeler en France en terminale. Bien sûr, vous connaissez à connaître, tout ça, ça se passe aux États-Unis. Et quand ça se passe là-bas, généralement, il se passe des trucs de fou. Notre petite Cathy, c'est une adolescente comme les autres. Elle a pas mal d'amis, mais elle a pas de petite amie. Par contre, petit truc cool, il y a sa petite sœur qui vient de rentrer au lycée. C'est comme si elle venait de rentrer en seconde, quoi. Ce qui fait que généralement, elles vont ensemble au lycée. Elles traînent un peu ensemble, mais Cathy, elle veut pas trop qu'elle s'intègre à elle et son groupe d'amis, puisque l'année prochaine, ils seront plus là. Et du coup, elle va se retrouver toute seule après ça, puisque tout le monde sera parti normalement. Donc elle pousse clairement sa petite sœur à s'ouvrir un petit peu au monde. Chez elle, Cathy s'entend plus ou moins bien avec ses parents. Il y a des disputes de temps en temps, comme sur le fait qu'elle les comprend pas sur certains trucs. En général, elle se sent plus proche de sa grand-mère que de ses parents. Le truc, c'est que sa grand-mère, elle arrive pas à lui envoyer de message. Et si elle veut lui parler, le seul moyen, c'est de l'appeler. En plus de ça, sa grand-mère, elle habite assez loin. Et franchement, Cathy, ça la rend plutôt triste de pas la voir plus souvent. Elle en a déjà parlé à ses parents, hein. Mais le truc qu'elle nous a pas encore dit, c'est que ses parents, ils sont en grave froid avec la grand-mère. Ils sont en désaccord total et ça depuis un bon moment. Et c'est bien le pourquoi elle peut pas tout le temps l'appeler. Déjà qu'elle a dû se battre pour avoir son numéro de téléphone et surtout lui rendre visite à chacun de ses anniversaires. Ça, c'est pour vous dire à tel point la dispute entre la grand-mère et les parents est assez costaud. Le truc, c'est qu'elle sait même pas la cause de la dispute. Mais bon, Cathy nous dit que c'est pas le but de l'histoire tout ça. Revenons donc à Cathy et le jour quand tout ça a commencé. Elle part pour l'école tranquillement accompagnée de sa petite sœur. Tout se passe super bien sur l'allée. À un moment, les deux sœurs rentrent au lycée. Et sa sœur, elle va rejoindre les nouveaux amis qu'elle s'est fait. Les amis de Cathy, quant à eux, ils sont toujours pas arrivés. Donc elle décide d'aller à son casier pour déposer les livres de la journée. Elle ouvre son casier. Et là, il y a une petite lettre à l'intérieur. Au début, elle se dit « Tiens, j'ai un admirateur secret ». Elle trouve ça plutôt mignon et touchant. Elle ouvre la lettre et cette lettre dit « Bonjour Cathy, je t'admire depuis pas mal de temps maintenant. Pour te dire, je suis tombé fou amoureux de toi. Tu es la plus belle chose dans ce couloir le matin qui illumine mes matinées. Tu es comme un oisillon qui commence à découvrir le monde. Toutes les filles à côté de toi ne te font en aucun cas de l'ombre. Tu es si belle. Quand tu rigoles, tes petites joues deviennent de temps en temps roses et cela est très mignon. Je t'observe depuis un moment. J'espère que tu n'as pas peur. Je suis juste très timide et je n'ose pas t'approcher de peur que tu me rejettes. » Voilà, c'est ainsi que se termine la lettre. Bon, Cathy, elle trouve la lettre plutôt mignonne. Elle se demande qui a pu lui écrire ça. Jonathan? Non, pas possible, trop franc. William? Non, il a déjà une copine. Edouard? Ouais, peut-être bien. Après, elle pense pas du tout que c'est le genre de personne qui écrirait des lettres. Bref, Cathy a mis la lettre dans son sac et elle part rejoindre ses amis. À vrai dire, la journée se passe plutôt bien, elle repense même pas à ce qu'elle a reçu. Quelques jours vont passer et rebelote. Elle ouvre son casier et elle retrouve de nouveau une lettre. Cathy, je ne pense plus qu'à toi depuis que j'ai écrit cette lettre. Est-ce qu'elle t'a plu? Étais-tu heureuse quand tu l'as découverte? Est-ce que cela t'a effrayée? Étais-tu accompagnée de tes amis? Peut-être ta sœur? Est-ce que t'en as parlé à tes amis? Que fais-tu de tes journées? Penses-tu encore à la lettre que je t'ai écrite? J'ai tant de questions que je n'arrive pas à penser à autre chose que toi. D'ailleurs, j'adore le nouveau gel douche que tu as acheté. Car quand tu passes à côté de moi, je le sens. Et c'est comme si tu étais toute la journée à côté de moi. De temps en temps, tu me regardes. Et cela me réchauffe le cœur. De temps en temps, tu me souris. Je te souris en retour et tu continues ton chemin. J'avoue que te voir parler avec d'autres hommes ne m'enchante pas du tout. Surtout quand tu souris à d'autres. Mais je fais avec, jusqu'à ce que j'arrive à te parler. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette seconde lettre. Bon, là, dans cette lettre, il y a quand même pas mal de choses qui dérangent Cathy. Bon, en premier lieu, elle n'arrive pas à identifier les personnes à qui elle sourit. Vu qu'au lycée, elle sourit un petit peu à tout le monde. Après, les dernières phrases qui ont été écrites par cette personne lui font peur. Mais bon, elle décide d'en parler à personne car elle pense que c'est peut-être une blague de quelqu'un. Et elle se dit que ces lettres vont peut-être se calmer. Bref, la journée passe et ouais, effectivement, elle a oublié de nous préciser un petit truc. Dans pas longtemps, il y a un bal dans son lycée. Et elle a toujours pas de cavalier. Mais Edward, pendant le midi, il a décidé de l'inviter et il a fait ça devant tout le monde. Et là, c'est avec plaisir qu'elle a répondu oui. Donc dans sa tête, Cathy, elle se dit que ces lettres étaient sûrement de Edward.
et qu'il a enfin pris le courage de lui demander. Du coup, elle l'interroge sur ces 2 lettres, mais apparemment, il sait pas de quoi elle parle. Elle en déduit donc que c'est quelqu'un qui lui fait une farce. Les jours passent et il reste maintenant 10 jours avant le bal. Elle a pas reçu de petites lettres depuis un moment. Donc à force, elle a carrément oublié cette histoire et elle est passée à autre chose. Surtout qu'en plus de ça, elle doit préparer sa robe, son maquillage, sa coiffure, enfin bref, elle est pas mal occupée. Mais cette matinée-là, quand elle ouvre son casier, eh bien elle trouve de nouveau une lettre. Et cette lettre, comment vous dire, bon, je vais pas vous spoil, elle est beaucoup plus sombre. Cathy, je ne sais pas à quel point aborder en premier lieu avec toi. Tu m'as rendu vraiment très triste. Depuis tout ce temps, je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Tu m'obsèdes jour et nuit, du matin au soir. Quand je te vois sourire à ce garçon qui t'a invité au bal, ça me met dans une rage folle. J'ai tellement envie de lui péter la gueule. J'espère qu'il ne te souillera pas avec ses mains répugnantes. Je t'ai vu en premier, donc tu m'appartiens. Tu n'as pas le droit d'y aller avec lui. Surtout que c'est la dernière année où tu seras là. Je veux profiter un maximum de toi. Non, attends, je te veux pour moi. Oui, je veux créer des souvenirs avec toi. Je ne veux pas que tu crées de vieux souvenirs avec cette vieille merde. Tu vas immédiatement arrêter de lui parler d'ailleurs. Oui, je pense que c'est le mieux pour nous deux. Comme ça, moi, je serai gentil. Et rien de grave ne se passera. Comme ça, je ne vais pas vriller et je resterai dans l'ombre pour l'éternité. D'ailleurs, si tu parles de cette lettre à quelqu'un, je crois que tu as une petite sœur plus jeune que toi. Elle est pas mal non plus. Cette lettre se finit comme ça et quand elle a fini de la lire, elle est totalement terrifiée. Est-ce que quelqu'un essaye de l'effrayer car elle va au bal avec Edouard? Puisque oui, le petit Edouard, il a quand même du charme auprès de la gente féminine. Est-ce qu'il y a carrément un malade qui est amoureux d'elle? Et de plus, maintenant, elle se dit que ce petit fils de il menace de s'en prendre à sa petite sœur si elle dévoile l'existence de ces lettres. Autant vous dire que cette journée-là pour Cathy, c'est pas la meilleure. Edouard, il essaye de lui remonter le moral comme il peut. Et plus le bal se rapproche, plus elle a des sentiments pour lui. C'est vrai qu'Edouard, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle nous avoue qu'à ce moment-là, elle a qu'une chose en tête, c'est se mettre en couple avec lui. Maintenant, les jours passent et il ne reste que 4 jours avant le bal. Entre-temps, Cathy et Edouard se sont enfin mis ensemble. Bon, comment éviter l'inévitable, pas vrai? Cathy, elle est aux anges et elle a parlé de ses lettres à personne. Juste les 2 premières à Edouard et c'est tout. Sauf qu'il faut dire ce qui est, ça la tracasse quand même un petit peu. Elle aurait bien aimé vouloir en parler avec sa grand-mère. Mais ses parents, ils lui ont dit de surtout pas téléphoner à sa grand-mère. Du coup, Cathy, elle essaye d'appeler un petit peu la nuit. Mais malheureusement, sa grand-mère ne répond pas. Bref, cette matinée-là, Cathy, elle fait comme d'habitude, elle va voir dans son casier. Et là, bien évidemment, oui, une nouvelle lettre. Cathy, alors là, t'as fait fort. Je t'ai demandé de pas aller au bal avec lui. Et toi, tu trouves quoi de mieux à faire? C'est de te mettre en couple avec ce mec. Mais tu me prends vraiment pour un con? Ou c'est une farce peut-être? Je t'ai prévenu et tu m'as même pas écouté. Je t'ai prévenu de ce qui va se passer et c'est totalement ta faute. J'ai essayé de freiner ce qui pourrait arriver, mais non, rien n'y fait, ça va venir. Tu m'obsèdes trop et je te veux pour moi tout seul maintenant. Je ne peux plus me contenter de te voir le matin ou l'après-midi et passer à côté de toi. Maintenant, je veux te serrer contre moi, te faire du bien, te câliner, prendre soin de toi. Puis de toute façon, si tu es avec moi, personne te prendra. Je pourrais tellement prendre soin de toi que tu ne voudras plus sortir. Je me présenterai à toi le jour du bal. En attendant, ne traîne pas avec lui. Si j'apprends que tu traînes avec ton cher et tendre Edouard, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est pas bon. Ce n'est clairement pas une menace, ma puce. Juste une précaution pour que notre couple s'épanouisse bien. Bien sûr, tu sais qu'il arrivera quelque chose à ta sœur si tu parles de cette lettre à quelqu'un. À bientôt, mon ange. Là, je peux vous dire qu'en lisant cette lettre, eh bien, Cathy, elle est vraiment pas bien. À tel point qu'elle a décidé de quitter le lycée pour retourner chez elle. Là, elle doit absolument réfléchir à ce qu'elle doit faire. Clairement, elle sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit en parler à ses parents? Elle sait pas ce que eux non plus vont faire. Elle a peur de leur réaction. En parler à sa sœur? N'en parlons même pas, elle va flipper plus qu'autre chose. En parler avec ses amis? Ouais, c'est une option. Mais elle a peur que ses amis ils en parlent trop et que ça commence à se propager dans le lycée. Pendant tout ce temps, chez elle, elle réfléchit encore et encore. Et elle a donc trouvé une seule solution. C'est de prévenir Edouard. Bah oui, c'est lui qui va l'accompagner au bal. Elle se dit que comme ça, s'il lui arrive quelque chose, eh bah il sera là. Pendant qu'elle lui raconte tout ça au téléphone, il essaie de la convaincre d'en parler à sa famille. Mais elle ne veut clairement pas. Donc il décide de lui dire qu'elle n'a pas à s'inquiéter et qu'il sera là tout le long de la fête. Bref, le soir du bal arrive et Edouard vient chercher Cathy devant chez elle. Et franchement, tout se passe bien. Les deux, ils sont aux anges, sachant qu'elle n'a pas reçu de lettre horrible depuis l'autre matin. Les deux amoureux sont au bal, ils dansent, ils discutent, ils mangent, ils boivent, bref, c'est vraiment une belle soirée. Y a pas un taré à l'horizon, elle se sent en sécurité. À un moment, Cathy a envie d'aller aux toilettes, donc elle prévient Edouard qu'elle part aux toilettes. Il lui dit qu'il va l'accompagner.
mais elle lui dit que c'est pas nécessaire. En fait, la principale raison, c'est qu'elle a pas envie qu'il l'entende faire ses besoins. Puisque, comment vous dire ça, elle a pas envie de faire le petit pipi. Elle veut faire la grosse commission. Ouais, il faut que ça arrive dans ces moments magiques, c'est cool. Bref, elle part aux toilettes seule et puis bon, elle se sent plutôt en sécurité. Elle rentre dans les toilettes et elle peut voir qu'il y a pas mal de monde. Oui, elle a été aux toilettes les plus proches. Et forcément, les toilettes sont blindées et elle, elle peut pas forcément attendre. Donc elle décide qu'elle va aller dans des toilettes un petit peu plus loin mais qui normalement devraient être libres. Et effectivement, une fois là-bas, oui c'est bon, il y a personne. Elle commence donc à faire ce qu'elle a à faire, je vous épargne les détails. Sauf qu'à un moment, elle entend quelqu'un rentrer dans les toilettes. Bien sûr, elle est toujours dans sa cabine en train de faire ses affaires. Elle se dit donc qu'il y a une des filles qui a eu la même idée qu'elle, c'est-à-dire prendre des toilettes un petit peu plus éloignées. Et ça la stresse un petit peu, du coup elle décide de finir vite. Sauf que d'un coup, il y a la lumière qui s'éteint. Il y a quelqu'un dans les toilettes avec elle. Et en plus de ça, il n'y a plus de lumière. Donc elle se met à crier. « Tu peux rallumer les lumières s'il te plaît ?» Il n'y a personne qui lui répond. Et pourtant, elle sait qu'il y a bien quelqu'un qui est rentré dans les toilettes. Tant pis, elle décide de prendre son téléphone pour s'éclairer. Bref, elle a fini et elle s'apprête à sortir de sa cabine. Quand d'un coup, il y a quelque chose qui attire son attention. Et elle se met littéralement à pousser un cri d'horreur. Et on peut la comprendre étant donné qu'il y a une tête penchée en dessous de sa cabine. C'est un mec avec un sourire de fou et des gros yeux. Cathy lui dit de dégager et qu'il est complètement malade. Sauf que le gars va pas s'arrêter là. Il va commencer à ramper sous la cabine. Il veut littéralement la rejoindre. Elle, de son côté, elle est totalement tétanisée. Elle essaye de lui mettre des coups de pied un petit peu, mais le gars continue de ramper. Elle va donc ouvrir la porte de la cabine et marcher sur ce gars qui voulait la rejoindre. Elle est en train de courir pour ouvrir la porte des toilettes, mais avec sa robe et ses talons, c'est hyper compliqué. Elle n'a pas forcément l'habitude et malheureusement, le gars l'a rattrapée. Elle se met à crier, mais personne ne semble l'entendre. C'est vraiment le pire scénario pour elle. Le gars va la regarder et lui dire « Je te tiens, ma petite puce. C'est moi, regarde, j'ai pris mon courage à deux mains pour venir te voir. Allez, regarde-moi !» Regarde-moi ! Cathy, elle le regarde et oui, elle reconnaît ce gars. C'est la personne qui s'occupe de l'entretien des locaux. Voilà, tu vois, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis venu. Maintenant, tu vas partir avec moi. Cathy, elle lui crie dessus en lui disant que non, elle ira nulle part avec lui. Là, l'expression sur le visage de ce gars va littéralement changer. Il se met à lui tirer les cheveux et lui dire « Si, tu vas venir avec moi, j'ai tout prévu, tu vas pas tout gâcher !» Cathy, elle continue de crier, mais il y a personne qui lui vient en aide. L'homme a ouvert la porte des toilettes et il se met à traîner Cathy dans le couloir par les cheveux. Ça lui fait un mal de chien et sur le chemin, le gars lui dit qu'il va l'emmener dans sa voiture. De son côté, elle essaye de s'agripper à un petit peu tout et n'importe quoi. Elle hurle. Elle hurle tellement que le gars lui dit de la fermer. Mais heureusement, Cathy ne le fait pas, elle continue de crier. Et ça, malheureusement, ça lui plaît pas. Il va donc lui mettre une énorme gifle dans la tête. Et comme si ça suffisait pas, il va lui mettre une deuxième gifle qui va cogner le visage de Cathy contre le sol. Là, elle est à moitié sonnée et malheureusement, il va lui en remettre une. Ça, c'est pour m'avoir pris pour un con les dernières semaines. C'est les derniers mots qu'elle a pu entendre de ce gars étant donné qu'elle s'est évanouie. Quelque temps après, elle s'est réveillée sur un brancard dans un hôpital. Forcément, elle est un petit peu shootée et il y a un mec qui lui demande quelque chose. Mais bon, elle va apprendre une partie de l'histoire quelques temps après. Edward, il trouvait qu'elle mettait pas mal de temps et il commençait à s'inquiéter. Il s'est donc mis à sa recherche. Tout naturellement, il est parti aux toilettes les plus proches. Il a demandé aux filles si elles avaient pas vu Cathy. Et justement, il y a une des filles qui lui a dit que Cathy, elle était sûrement partie à d'autres toilettes, étant donné qu'ici, c'était blindé. Il a donc recherché dans les couloirs du lycée quand à un moment, il a pu voir quelqu'un qui était tiré par les cheveux. Il s'est donc rapproché rapidement et là, il a pu voir que c'était Cathy qui était littéralement tirée par les cheveux. Il a directement pensé au pire étant donné qu'elle ne se débattait même pas. En plus de ça, il y avait pas mal de sang qui coulait de sa tête. Lui, dans son cerveau, il lui en fallait pas plus. Il a foncé en direction de cet homme et l'homme, voyant ça, a directement lâché Cathy. Et il a lâchement pris la fuite. Sauf que Edward, il a pu reconnaître cet homme. Il le voit quasiment tous les jours au lycée. Il a directement prévenu le 911. Je vous passe un petit peu les détails, mais le directeur étant sur place, il a donné toutes les informations à la police. C'est-à-dire l'adresse de ce gars et une équipe a été envoyée là-bas. Et devinez quoi, ce monsieur était prêt à partir quelque part. Sauf que la police a fait toi, tu viens avec nous. Enfin, j'imagine que c'était un petit peu plus violent que ça, puisqu'il a été arrêté et qu'après un moment, il y a eu un procès à son encontre. Et au procès, le gars a rien pu faire. Témoignage de Cathy, témoignage d'Edward et les vidéos du lycée. Bref, si on peut trouver un tout petit point positif à cette histoire, c'est que Edward et Cathy sont toujours ensemble. Ce qui est plutôt pas mal pour elle, étant donné qu'elle est beaucoup traumatisée par tout ça. Et forcément, Edward, il essaye du mieux qu'il peut maintenant. Ce qui fait que maintenant, leur couple est très solide. Je pense que oui, on peut dire que c'est une expérience très traumatisante pour Cathy. On l'a pas vécu, mais je pense qu'elle nous l'a assez bien raconté. Et j'espère que moi, je vous l'ai assez bien retransmis.
J'ai grandi dans les années 80 et 90. Dans mon enfance et au début de mon adolescence, pendant nos vacances scolaires, nous passions la majeure partie de la journée à errer dehors. Nous partions sur nos vélos pendant des heures. Mon ami et moi sommes allés dans une école privée, donc nos vacances étaient différentes de celles des écoles publiques. Un après-midi de début septembre, nous jouions dans un parc. À cet âge-là, on avait quoi, 9 ans. Je me souviens d'un policier marchant vers nous. Il nous a dit « Les filles, j'ai besoin que vous quittiez ce parc. Un homme dangereux s'est échappé de la garde à vue. Ne l'approchez en aucun cas. Mais si vous le voyez, vous devez appeler la police immédiatement. » Le policier a commencé à dire que cet homme portait un gilet puis il a donné une description générale. Bon, sur le coup, nous, on s'est dit qu'au final c'était quelque chose d'excitant. Je lisais des histoires de Secret Seven à l'époque, où les enfants résolvaient des crimes. Et dans ma tête d'enfant, je ne pouvais pas m'empêcher de nous comparer aux enfants de ces livres. Nous quittons donc le parc et continuons à flâner quelques heures de plus. Nous nous sommes ensuite dirigés vers une route où les enfants terminaient leur journée d'école, à environ un demi-kilomètre du parc. Nous connaissions cette école car des amis à nous étaient dans cette école. Sauf que là, j'ai vu quelque chose d'étrange. Je me suis retourné vers mon ami et je lui ai dit « Regarde, c'est l'homme ». Il se tenait près des portes de l'école, regardant fixement les enfants qui sortaient. Il correspondait parfaitement à la description du policier. Nous nous sommes alors précipités vers une cabine téléphonique et avons composé le 999 avec enthousiasme. Bon, au cas où, le 999, c'est le numéro d'appel d'urgence que ça soit au Royaume-Uni ou dans bien d'autres pays. J'ai dit à la police où nous l'avions vu et qu'il correspondait à la description, mais ne portait pas son gilet. L'officier nous a remercié pour notre appel, puis mon ami et moi avons continué notre journée. Ravis que nous ayons peut-être résolu un crime. Ce n'est que des décennies plus tard que je me suis souvenu de ce souvenir avec un frisson. Je me rappelais tout en détail très clairement, mais avec la perspicacité d'un adulte. Bien sûr, maintenant je sais ce qu'était cet homme. La police a-t-elle pris notre appel au sérieux? Avons-nous empêché un enfant d'être blessé? Est-ce qu'on a échappé à ce prédateur quand on jouait dans ce parc ce jour-là? On ne le sait pas et c'est comme ça que se termine ce 3e thread d'horreur. Petit thread d'horreur très sympa, enfin je veux dire, ils ont 9 ans les petites et elles appellent quand même la police, elles ont le réflexe d'appeler la police pour dire là-bas, attention devant l'école il y a le mec chelou, donc voilà. Maintenant là il n'y a que la police qui après peut faire son boulot. Ce que j'ai peur c'est qu'il n'est pas forcément cru des enfants de 9 ans, donc à voir, j'espère qu'ils ont poussé le truc quand même, ça coûte quoi d'envoyer une patrouille? Je pense que ça coûtait pas grand chose non plus, donc j'espère que ça a été fait et que après ils avaient les preuves pour voilà, etc. Allez. L'histoire que je vais vous raconter s'est produite vers 2018. Je suis un homme et j'avais 23 ans au moment où tout a commencé. C'était le week-end et un vieil ami du lycée m'a contacté en ligne. Alors nous avons décidé d'aller prendre une bière dans un bar de sa ville, la même ville où j'étais allé à l'université. C'était à mon tour de faire une tournée. Alors je suis allé au bar et j'ai commandé des bières. Alors que j'attendais mes bières, une fille s'est approchée de moi. Appelons-la Jane. Elle m'a alors dit « Hey, tu te souviens de moi ?» Elle agissait de façon coquette. Sa tête ne me revenait pas, je me souvenais pas l'avoir rencontrée. Alors j'ai dit quelque chose comme « Je suis désolé, je parle à beaucoup de gens à mon travail. Est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire ?» Elle m'a alors dit qu'elle avait suivi un cours avec moi et qu'on avait travaillé ensemble sur un projet de groupe. Bon, j'avais toujours aucune idée de qui elle était. Mais bon, elle connaissait mon nom et la classe dans laquelle j'avais été. Je n'étais pas vraiment intéressé de lui parler. Alors j'ai poliment dit bien, ravi de vous avoir revu, et je suis retourné à la table avec mon ami. Je suis parti environ 1 heure plus tard et je suis rentré chez moi. Je me souviens que j'ai pris une douche et je me préparais à aller au lit. J'ai vérifié mon téléphone avant de me coucher et un numéro inconnu m'a appelé 2 fois et m'a envoyé un texto et m'a laissé un message vocal pendant que j'étais sous la douche. Le texto était de Jane disant que c'était super de me voir et que j'avais l'air mignon ou quelque chose comme ça. Bon, c'était chouette. J'avais pas vraiment envie de la pécho, alors j'ai répondu poliment en disant que c'était cool de la voir aussi. Je me suis senti bizarre puisqu'on nous n'avions pas échangé nos numéros. Je me suis alors dit que peut-être elle l'avait eu sur une ancienne liste étant donné qu'on était dans la même classe avant. Quand je me suis réveillé, plus de 10 SMS m'ont été envoyés pour m'inviter à me connecter en ligne. Au début je me suis dit ah ouais c'est beaucoup, j'étais un petit peu flatté même. Mais je me suis aussi dit qu'elle avait dû bien boire ce soir-là. J'ai pas répondu car je me sentais gêné. C'est à partir de ce moment-là que les choses commencent. J'ai travaillé dans un bureau où je ne pouvais pas sortir mon téléphone portable. C'était un environnement ultra professionnel. Pendant ma pause, j'ai allumé mon téléphone et j'ai pu voir qu'il y avait 19 appels manqués et plus de 10 messages vocaux. J'ai paniqué en pensant qu'il y avait une urgence. Mais non, tout venait de Jane. Ces messages vont de messages simples à des petits bonjours ou bien des avances plutôt coquines.
Et des fois, il y avait d'autres messages vraiment en colère. Il y avait d'autres messages où elle était en sanglots et elle me disait qu'elle était désolée. Le dernier message était vraiment flippant. Elle me menaçait de me faire des choses 18+ contre mon gré si je ne répondais pas à tous ces messages. J'étais au-delà de la panique, mais j'ai envoyé un texto pour voir si elle allait bien ou si elle avait besoin d'aide. Elle m'a alors envoyé un texto comme si c'était le plus beau jour de sa vie à m'entendre. Je lui ai alors fait savoir que je sentais que ces messages étaient inappropriés et que je ne voulais pas lui donner le sentiment que je voulais sortir avec elle. J'étais jeune et je voulais faire l'expérience de rencontre, mais pas avec elle. Depuis le début, c'était tellement étrange pour moi. Elle a commencé à traverser des cycles de colère, de séduction, de tristesse, de bonheur, bref, un vrai calvaire. J'ai commencé à recevoir plus de 40 appels et messages. J'ai décidé qu'il valait mieux arrêter de répondre à ce stade. Ça a duré plus d'une semaine. Appels et messages, jour et nuit. Puis un message a attiré mon attention. Elle a mentionné mon lieu de travail. Pourtant, je ne lui avais jamais dit où je travaillais. Il y avait un fast-food à 2 pas de mon travail. Je suis devenu paranoïaque en quittant le travail en pensant qu'elle me suivait. Je me suis alors mis à conduire pendant un certain temps avant de rentrer chez moi. Je me souviens lui avoir envoyé un dernier message indiquant que si elle me recontactait, j'appellerais la police. À l'époque, je devais payer des frais mensuels sur mon téléphone portable pour bloquer les numéros. Mais je n'ai plus jamais entendu parler d'elle après. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Flippant, la meuf vraiment le harcèle. Je ne sais pas pourquoi, vraiment. Je pense qu'elle était en kiff à l'université, que lui n'était pas en kiff dessus, hein, apparemment. Et là, on est dans une... c'est beaucoup. Ouais, j'avoue, je l'aurais bloqué, même si ça lui coûte un peu de frais. Ça y est, c'est bon, paye ton 1 ou 2 $, je sais pas, mais c'est bon, tant pis. Vas-y, bloque. Non, c'est fou. Faut arrêter. En plus, elle a des cycles. C'est pas genre, ouais, elle est en colère, elle est désolée. Je pense que mentalement, elle pourrait consulter. Voilà, je pense qu'une aide professionnelle pourrait l'aider, clairement. Allez, c'est parti pour ce 6e thread d'horreur. Mon petit ami et moi nous promenions dans les bois l'autre jour à l'occasion de notre anniversaire. Nous aimons la nature, donc ça allait être la journée parfaite pour nous. Nous vivons dans une zone proche de grandes forêts où cela peut être assez isolé. Rien d'extrêmement isolé. Et tous les sentiers connus sont fréquentés, mais on peut quand même se retrouver seul dans certaines zones densément boisées un peu partout sur la carte et se perdre. Néanmoins, le parc que nous avons choisi n'était même pas si grand et c'était en plein jour. Mais ce type a quand même décidé que c'était une belle journée pour pimenter un anniversaire de couple, avec un comportement vraiment bizarre. Attention, nous ne sommes pas des gens très grands. Je mesure 1m70 en étant une fille et mon copain mesure 1m65. Donc en termes d'apparence, je pense que nous ressemblons à des cibles faciles. On a remarqué ça très peu de temps après avoir franchi l'entrée du parc, composé d'un site historique, d'un étang et d'un point de vue qui s'ouvrait sur une série de sentiers forestiers que nous avions prévu de parcourir. Le mec qui nous suivait était un homme d'une trentaine d'années avec des lunettes, portant un équipement de randonnée orange et gris. Je pensais juste que c'était un randonneur solo qui allait se visiter le parc tranquillement tout seul. Eh bien non, il nous suivait partout où nous allions, d'assez près mais juste hors de portée de voix, jusqu'au centre historique dans les couloirs extérieurs, à travers les terrasses et les belvédères. Et chaque fois que je m'arrêtais pour jeter un coup d'œil à quelque chose pendant un moment, il s'asseyait sur un banc à quelques mètres et attendait. Mon petit ami et moi l'avons remarqué en silence pendant tout ce temps. Nous l'avons surveillé, mais n'en avons pas parlé pendant un moment, espérant simplement que ce n'était qu'une coïncidence gênante. Mon petit ami s'est arrêté un moment pour lire un panneau sur la population de chauves-souris dans la région. Et dès que mon copain s'éloigne un petit peu, ce type se dirige droit vers moi. J'ai remarqué ça du coin de l'œil. Tout ce qu'il fait, c'est marcher très près derrière moi, à environ 1 mètre. J'avais l'impression qu'il était en train de m'évaluer et voulait voir absolument ce que je faisais. Je me retournais alors et je le regardais pour lui faire comprendre que je l'avais bien vu. Mon copain est immédiatement revenu près de moi et à voix basse, il m'a proposé d'aller visiter une autre partie du parc et j'ai accepté. Nous avons donc fait demi-tour pour marcher de l'autre côté du site principal où se trouvait un étang. Cet homme se retourne et nous suit immédiatement. À ce stade, cela ne peut plus être une coïncidence. Je dis alors à mon copain, ce type me fait peur. Mon petit ami a vite compris ce que je voulais dire et il m'a alors suggéré que nous partions et retournions à notre voiture. En entendant ça, j'ai accepté, mais j'étais aussi très effrayée et incertaine. Je lui ai alors dit que je ne voulais pas que ce type voie à quoi ressemblait ma voiture. Je lui ai alors proposé que nous allions d'abord à l'étang, que nous nous posions un petit peu, et qu'enfin, dès qu'il détournerait le regard, nous allions à la voiture. Et c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes arrêtés à l'étang et j'observais des canards. Pendant qu'on fait ça, le type fait plusieurs fois le tour de l'étang. À chaque fois, il marche derrière nous de très près, de plus en plus près. À ce stade-là, mon copain est énervé.
Alors mon petit ami commence juste à dévisager ce type avec le regard le plus haineux. Et là, le mec qui nous suit devient de plus en plus nerveux. Il a l'air de transpirer à grosses gouttes. On peut même entendre que sa respiration devient difficile. Au bout d'un moment, il s'est arrêté à plusieurs mètres de nous pour s'asseoir sur un banc, nous jetant de temps en temps un coup d'œil. J'ai continué à le regarder également et finalement, au bout d'un moment, il a arrêté de nous regarder. On a alors fait une petite pause tranquillement et d'un coup, comme ça, nous nous sommes dirigés vers le parking. Et bien évidemment, comme vous vous en doutez, il s'est également dirigé vers le parking. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur se serrer. C'est une chose d'être poursuivi dans le parc, c'en est une autre d'avoir quelqu'un qui essaye de vous empêcher de quitter le parc ou pire, de vous suivre hors du parc. J'avais l'impression que tout était froid et bourdonnant et que mon cœur battait à tout rompre. Mais j'ai gardé mon sang-froid et je suis arrivé à ma voiture. Dès que nous avons bien attaché notre ceinture, j'ai mis les gaz, j'ai foncé. Alors que je sortais du parking, j'ai vu l'homme monter dans sa propre voiture. C'était une de ces voitures beige des années 1990-2000. Je pense que c'était une Lexus. Pendant qu'il montait dans sa voiture, nous avons établi un contact visuel. Il s'est alors figé et son visage de pierre me regardait. Tout ça sans expression. C'est peut-être rien pour vous, mais moi ça me trotte sans cesse en tête. C'était vraiment effrayant. J'ai alors roulé plus vite que d'habitude et j'ai descendu la colline à toute vitesse et ensuite j'ai pris l'autoroute. Puis enfin, je suis rentré chez moi. Après ça, mon petit ami et moi avons passé un très bel anniversaire. Mais toute la journée on se demandait mais qu'est-ce que c'était que ce mec? Qu'est-ce qu'il nous voulait? Je ne peux pas savoir si ses intentions étaient mauvaises ou non. Mais en tout cas, il était très bizarre. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur. Qui ma foi, bon bah le mec il est chelou, pourquoi tu suis les gens? Enfin bon ok, je suis d'accord, des fois peut-être qu'il a un problème, je me dis, là la conclusion que j'ai c'est je sais pas, il a pas d'amis, peut-être qu'il veut se faire des amis. Bon, même si, vu que c'est un thread d'horreur, je me dis peut-être qu'il est chelou et qu'il veut faire des choses bizarres, mais je sais pas, l'accoutrement, le mec on dirait qu'il veut faire de la randonnée, c'est bizarre, y a rien qui va en fait, j'ai l'impression que c'est pas cohérent les trucs. Mais bon bref, quand tu veux faire du mal, est-ce que avoir un truc de randonnée c'est bien, assez flashy en plus, c'est pas le meilleur des trucs hein, généralement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Bon les petits potes, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, un petit pouce bleu, un abonnement ça fait toujours plaisir et un commentaire bah ça fait également très plaisir. Si tu veux voir plus de vidéos, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.